Chers amis, chers camarades, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Donc, puisque Pascal, elle m'en laisse un peu, je vais en prendre un peu alors. Voilà, donc comme elle l'a dit, c'est la dernière ligne droite, c'est les derniers jours de cette campagne électorale qu'on a menée, nous, de façon militante, parce qu'on sait faire que ça. On n'est pas des professionnels de la politique et chez nous, vous ne trouverez pas de professionnels de la politique. Par contre, militer, on sait le faire. Dans cette campagne, on a soutenu des luttes, on y a participé. On a rencontré du monde, des travailleurs, des habitants de quartiers populaires, des jeunes. Et puis, c'est l'occasion aussi de découvrir un certain nombre de choses qu'on ne soupçonnait pas dans le cadre d'une campagne. C'est toujours plein de surprises. C'est même l'occasion de franches révélations, je dois vous le dire. C'est-à-dire que même moi, avant cette campagne, j'avais un certain nombre de préjugés. Et avec une campagne, on découvre plein de choses. Par exemple, j'ai milité pendant longtemps en pensant que le MEDEF disait n'importe quoi. Et à l'issue de cette campagne, parce que j'étais candidat, et je suis candidat en Ile-de-France, je ne sais pas si pour toi, tu as reçu les mêmes informations dans la région Nord-Pas-de-Calais, je peux vous dire que finalement, le MEDEF ne dit pas que des conneries. Non, le MEDEF en écrit aussi, puisqu'à chaque candidat, en Ile-de-France, je ne sais pas si c'est le cas pour le Nord-Pas-de-Calais, on a eu le droit à ce petit ouvrage, je dis petit ouvrage, en fait, c'est quand même plutôt mastoc, 122 pages, rien que ça, du beau papier, évidemment, avec un titre percutant, parce qu'ils ont le sens de la formule. Donc ça s'appelle « Île-de-France, je chéris ton nom », j'imagine qu'ils en ont pour à peu près chaque région. C'est super intéressant de le lire, parce que ça va dans le détail sur tout ce qui nous concerne au quotidien. Les transports, la formation professionnelle, le logement. Puis c'est marrant, parce qu'une fois qu'on se prend un peu la tête à lire ça, donc je ne vais pas vous l'infliger ce soir, je vous rassure, on découvre plein de trucs qui sont pris dans le programme politique de plein d'autres partis, étrangement. Et puis ça se termine par une phrase, juste celle-là, au moins je vais vous la lire. Le MEDEF propose une véritable politique de développement économique, équilibrée territorialement parlant, respectueux de l'environnement et socialement juste. 4 mensonges en une phrase, faut le faire. Et en plus, c'est la dernière. Donc nous, c'est pas compliqué. Cette campagne, partout où on avait des candidats, on l'a menée en pensant à eux. On pense souvent à eux d'ailleurs. Mais même pendant les campagnes électorales, on pense au MEDEF. On pense au MEDEF parce que malheureusement, je peux vous dire quelque chose, c'est quel que soit le résultat des élections, eux, ils se porteront bien. Ils se porteront bien parce qu'ils auront un gouvernement qui va défendre ses intérêts jusqu'au bout, on les connaît, et parce que malheureusement, les régions gouvernées soi-disant par la gauche ne seront en rien des remparts, des offensives qui remettront en cause les intérêts du MEDEF. Donc eux, malheureusement, d'où ils sont, ils doivent se marrer. Et quand on pense à eux, nous, par ricochet, on pense à nos anciens, ceux qui ont lutté, ceux qui se sont mobilisés, ceux qui ont lutté pour faire qu'on ait un minimum d'acquis sociaux encore dans ce pays, même si à eux, ça leur reste encore en travers de la gorge. Les services publics, la sécurité sociale, les retraites, les congés payés, cette idée dingue, les congés payés, être payés à rien faire. Nos anciens qui ont lutté pour arracher ça, en faisant la grève, en se mobilisant, et qui, pour certains d'entre eux, s'ils voyaient le degré d'attaque et d'arrogance du MEDEF d'un côté, et malheureusement le peu de résistance qu'il y a face à ça, certains d'entre eux, à mon avis, ils doivent se retourner dans leur tombe. Et c'est pour ça que cette campagne, on l'amène par le biais électoral, mais on aurait été condamné à l'amener même s'il n'y avait pas eu d'élection, à tenir des meetings, distribuer les tacs, coller des affiches, parce que la situation est trop grave. Elle est trop grave. Alors ça arrive par le biais électoral, alors on le saisit par le biais électoral, ce n'est pas un problème. Et vous remarquerez que dans cette élection, il y a 3 caractéristiques. La première, c'est que tout le monde ne fait pas campagne, déjà, pour commencer par le commencement. C'est-à-dire que les partis, ceux qui pèsent, les partis institutionnels, notamment le PS et l'UMP, ils mènent campagne qu'à la fin. Mais surtout, on ne va pas s'arranger pour qu'il y ait une effervescence populaire, parce que si c'était le cas, la population s'immiscerait au moment des élections, ne s'abstiendrait pas, et irait déranger un peu le concert unanime qui arrange tout le monde. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est qu'il y a un leurre dans cette campagne. Il y a un leurre, un espèce de chiffon rouge. Alors, ce n'est pas le chiffon rouge qu'on préfère, nous, au NPA, ce n'est pas le chiffon rouge de la révolution et de l'anticapitalisme, c'est un autre chiffon rouge. C'est un chiffon rouge, vous savez, qu'on agite devant les animaux, pour les emmener dans une direction bien précise, là où on veut les emmener. Et le chiffon rouge, on ne l'agite pas à des animaux, mais à la population en ce moment, en disant « c'est par là que ça se passe. Si vous êtes en colère, c'est par là que ça se passe. Canalisez votre colère populaire en direction de ceux qui sont pourtant pas responsables de la crise économique, mais qui n'ont pas la même couleur de peau que vous, qui n'ont pas la même culture que vous, qui ne viennent pas du même pays que vous. Ce chiffon rouge-là, ce leurre, ça porte un mot, un nom, ça s'appelle le racisme. Et avec le racisme, la classe politique, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. Ces derniers mois,
Il y a des choses qui sont dites, qui sont écrites, il y a des projets de loi, et je parlais de nos anciens, qui fait que pour simplement 1/10 de ce qu'on entend maintenant, on était au minimum 150 000 dans la rue il y a encore 15 ans dans ce pays. On est en pleine régression du point de vue du racisme. Pourquoi? Parce que les politiciens professionnels, ils savent que malheureusement, ça rapporte des voix en ce moment dans les élections, d'opposer les gens les uns aux autres, de faire peur, de stigmatiser, de pointer du doigt, de défigurer la réalité, de faire peur avec, comme d'habitude, la figure de l'étranger, ou plutôt les deux visages de l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, quand ils font peur avec deux visages de l'étranger. C'est le musulman, même quand il n'est pas étranger, et c'est le sans-papier, les deux à la fois. Le musulman avec des dérapages verbaux, même pas contrôlés. Être français, c'est boire de la bière, manger du saucisson, pas de you-you dans les salles de mariage, des listes anti-minarets, la loi sur la burqa, et, je vous le donne en mille, la polémique qui les a tous agités la semaine dernière, le quick halal, qui est quand même le dernier sujet de nos préoccupations. Parce que dans le même temps où ils nous gonflaient et ils nous bourraient le mou avec le quick halal, il y a une polémique qui, pour le coup, aurait mérité qu'on en discute aux 20h, qui est passée là inaperçue. C'est que la chancellerie, c'est-à-dire le gouvernement, a un nouveau projet de loi de remettre en cause la possibilité pour la justice de s'attaquer aux abus de biens sociaux, c'est-à-dire aux affaires politico-financières, c'est-à-dire à la corruption. C'est un vieux projet de la droite de revenir sur les droits de prescription de tout ça, sur les délais de prescription, qui fait que si ce projet de loi dont personne ne parle, parce qu'il faut parler du quick halal, eh ben, il y a des affaires dont on parle actuellement de temps en temps, comme Marchiani ou les frégates de Taïwan pour l'affaire qui avait eu lieu au début des années 90, qui aurait été directement à la poubelle. Donc pas de polémique sur ce sujet-là, on va parler d'autre chose. Et quand on ne parle pas fort des musulmans pour les stigmatiser, on essaye de faire le silence sur les sans-papiers, et notamment ceux qui luttent, ceux qui se mobilisent depuis plus de 5 mois, ne serait-ce qu'en Île-de-France, il y en a 6 000. Et au-delà de la question du racisme, ça doit nous parler, nous, en tant que travailleurs, qu'on ait ou pas un emploi. Parce que si l'ensemble de la classe ouvrière de ce pays, si l'ensemble de la jeunesse de ce pays, lutter ne serait-ce que là aussi qu'avec 1/10 de l'énergie, de l'enthousiasme que mettent les sans-papiers travailleurs dans leur grève, je peux vous dire quelque chose, c'est que le gouvernement et le patronat, il aurait du souci à se faire, parce qu'il serait déjà face à une mobilisation d'ampleur. Le gouvernement, sur les sans-papiers, il espère qu'on s'habitue à cette lutte, qu'on s'habitue à cette grève, qu'on s'habitue à voir des tentes, des piquets de grève, qu'on oublie qu'ils sont là jour et nuit à faire grève pour leurs droits. Rappelez qu'ils payent leurs impôts, ils payent leurs cotisations sociales à la sécurité sociale. Sauf que comme c'est des faux papiers, quand il y a un pet, ils ne peuvent pas bénéficier des prestations de la sécurité sociale. C'est-à-dire tout le contraire de ce que nous racontent les partis racistes et xénophobes, notamment le Front National, qui dit encore aujourd'hui que les immigrés seraient un boulet pour cette société. Eh bien, les immigrés et travailleurs sans papier, que le Front National le sache au moins au titre d'information, c'est qu'aujourd'hui, ils cotisent pour les autres, parce que c'est des travailleurs comme nous. Et c'est pour ça que quand on se dit de gauche, quand on voit l'attaque, le degré des attaques, quels que soient les désaccords programmatiques sur les questions sociales et économiques, et il y en a à gauche, on commence par faire une campagne anti-raciste, sans s'excuser de l'amener, en revendiquant l'égalité des droits intégrale, la régularisation de tous les sans-papiers, pas au cas par cas, la liberté de circulation, d'installation, le droit de vote des immigrés à toutes les élections, le droit d'asile. Et on se fout de savoir si ça nous rapporte ou si ça nous fait perdre des voix au moment des élections. Quand on est de gauche, ces sondages-là, on les balourde à la poubelle. On pense à autre chose, on regarde au-delà des frontières, au peuple qui nous regarde en ce moment et qui sont en train de se demander ce qui se passe en France. Et bien à ceux-là et à celles-là, on veut leur dire qu'en France, il n'y a pas que des racistes. Il y a des gens qui militent pour l'égalité des droits, parce que la ficelle est trop grosse quand même. Le débat sur l'identité nationale, non seulement il était nauséabond, mais en plus, tout le monde peut constater que c'était de l'instrumentalisation pour gagner des voix, parce que tout ça pour ça en plus. Ils nous ont bourré le mou avec leur dérapage, même pas contrôlé, pour aboutir avec des centaines de discussions dans toute la France, en loin des sous-préfectures s'il vous plaît, à des conclusions pour nous expliquer que finalement il faudra un peu plus d'instruction civique en France. Ils nous prennent pour des poires. Alors vous me direz, de l'instruction civique peut-être qu'il en faudrait, en effet, et pas que dans les écoles. Peut-être qu'il en faudrait même dans les colloques gouvernementaux, par exemple, pour la formation de l'élite politique et économique qu'on aurait peut-être aussi un peu besoin. Je pense notamment, parce que ça arrivait en pleine campagne, à quelqu'un qui s'appelle Nadine Morano, peut-être que vous la connaissez, les hauts gradés quand même. Donc elle, dans la même phrase, déjà, elle avait dit, pourtant ça n'avait rien à voir avec le schmilblick, qu'elle n'avait rien contre les musulmans.
Mais bon, fallait mieux pas parler le verlan et porter une casquette à l'envers. Bon, rien à voir avec le schmilblick, c'est pas grave. Elle est interviewée par un journaliste à la fin du débat sur l'identité nationale, et le journaliste lui dit, bon, bah, on va parler d'histoire, puisqu'on parle d'identité nationale. Alors elle, toute fière, a dit, bah ouais, on va parler d'histoire. Nous, on est fiers de notre histoire. Et lui dit, bah oui, bah, pour illustrer un peu, finalement, le flop de votre débat sur l'identité nationale, le journaliste lui dit, je vais vous citer Clémenceau, qui disait que quand on veut enterrer un problème, on monte une commission. C'est un peu ce que vous avez fait avec l'identité nationale. Alors elle lui répond, bah oui, bah écoutez, Clémenceau peut bien dire ce qu'il veut. Alors le journaliste lui dit, vous voulez dire disait, lui tend une grosse perche, mais vraiment la méga grosse perche. Elle aurait dû s'arrêter là. Non, elle persiste et elle signe, et elle dit, je cite, Monsieur Clémenceau peut bien dire ce qu'il souhaite. C'est son analyse, pas la mienne. Rien que ça. Oubliant que Clémenceau, en gros, il dit plus depuis à peu près 81, 82 ans. Il y a des mecs qui portent les casquettes à l'envers qui le savent, donc l'instruction civique, ok pour tout le monde. Bref, tout ça, c'est un leurre. C'est malheureusement vieux comme le monde, divisé pour mieux régner. Heureusement, il y a autre chose que le leurre. Il y a un invité surprise dans cette campagne, puis qui s'invite au fur et à mesure que la campagne avance. On aurait même peut-être besoin de quelques jours de rab, parce qu'on se rend compte à quel point ils sont obligés de parler d'un truc dont ils ne voulaient pas parler, la crise. Le truc dont la droite voulait surtout pas parler, et alors surtout pas pendant les élections, parce que ça la foutait mal. Et qui se rappelle à eux pourquoi? Parce que la question sociale, elle est tenace dans notre pays. Elle est super tenace dans notre pays. Je dis elle est tenace parce qu'elle a des hauts et des bas. Et ces derniers temps, la question sociale, les luttes, les résistances, on a quand même, pour être assez franc, connu plus de bas que de hauts. L'année dernière, de janvier au mois de juin, franchement, je pense qu'il y a des militants dans la salle, on y a cru. On a pensé qu'il y aurait cette mobilisation d'ensemble, cette grève générale, pour gagner. On était 2-3 millions dans la rue. Et on attendait à être encore plus nombreux derrière. Et plutôt d'y aller les uns derrière les autres, séparément, qu'on allait pour une fois ensemble, pour gagner. On y a cru. C'est pas arrivé. Au NPA, nous, on a une petite explication sur ce sujet-là, mais c'est pas le sujet du soir. En tous les cas, ça a une conséquence à la rentrée, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont dit finalement, est-ce qu'on peut encore gagner face au gouvernement et au patronat? Et on avait un peu tous le moral dans les chaussettes. Mais mine de rien, les questions sociales, elles se sont rappelées à tous. Parce qu'il y a eu les travailleurs sans papier. Parce qu'il y a eu les enseignants, et il y a encore les enseignants, il y a les mobilisations dans les services publics, il y a des mobilisations dans la jeunesse, il y a des mobilisations dans les entreprises du privé sur les salaires et sur les licenciements. Total, ici. Mais je pense aussi à ceux de Philips, de Dreux. Vous vous souvenez? Ceux qui ont reçu une lettre recommandée un samedi, parce que malheureusement, ce genre de truc-là, ça arrive par lettre recommandée, c'est fait partie de notre boulot malheureusement, à la Poste, de la part de leur entreprise pour leur dire surtout, vous venez pas travailler lundi matin, on ferme. Ça, c'était le samedi. Et pour ceux qui sont venus quand même le lundi, on leur a dit, mais on a des propositions de reclassement. Vous pouvez aller travailler pour 450 € si vous voulez en Hongrie. Donc évidemment, ça crée de l'émoi, de la révolte, légitime, une grève. Et cette grève, chers amis, chers camarades, en pleine campagne, elle a gagné. Ils ont gagné le maintien de la production, le maintien de l'emploi, en pleine campagne. Et c'est ça qui irrite les politiciens. Parce que non seulement ça leur rappelle qu'en France, en effet, il y a des luttes, c'est comme ça. C'est une bonne vieille tradition. Et qu'en plus, ça rappelle que derrière la question sociale, il y a quelque chose d'encore plus important, c'est que c'est la crise du capitalisme dont on parle en fait. Cette crise globale, profonde, elle est globale, cette crise du capitalisme, parce qu'elle est environnementale, elle est économique, elle est sociale et politique. 4 en 1, c'est quand même pas rien. Elle est environnementale d'abord, je rappelle parce que vous avez peut-être remarqué que d'environnement, ou plutôt pour prendre un exemple précis, de réchauffement climatique, il ne faut plus en parler. C'est terminé. La lutte contre le réchauffement climatique, je ne sais pas si vous avez bien percuté, on était autorisé à en parler jusqu'au mois de décembre. On était même franchement invité à en parler. Et depuis le mois de décembre, il faut arrêter d'en parler. Pourquoi? Parce qu'entre nous, il s'est passé un événement précis, c'est quoi? Le sommet de Copenhague. Et le sommet de Copenhague, ça devait être un grand succès international. Pourquoi? Parce que Sarkozy l'avait dit. Sarkozy, comme on le sait, ne ment jamais. Sauf que ce succès s'est transformé en échec majeur. Alors depuis, il ne faut plus en parler, bizarrement. Mais cet échec, il était prévisible. Il était prévisible. Tant qu'on laissera la lutte environnementale, la lutte contre le réchauffement climatique, par exemple, entre les mains des capitalistes, les capitalistes feront dans ce domaine ce qu'ils font dans les autres domaines, du business, c'est-à-dire de la concurrence entre groupes. Et quand il y a de la concurrence entre groupes, il y a des groupes qui ne se mettent pas d'accord. Et il y a des contradictions qui ressurgissent. Et c'est pour ça que ça fait un échec. Et c'était prévisible, parce que la façon de penser la lutte, soi-disant écologique du point de vue capitaliste, repris en cœur par pas mal de politiciens, ça consiste à donner un prix aux choses. Donc on donne un prix au carbone. Mais si vous donnez un prix au carbone, vous faites comme pour tous les prix. Il y a ceux qui ont les moyens de l'acheter,
il y a ceux qui n'auront pas les moyens de l'acheter. Et vous reproduisez les inégalités sociales. Et à l'échelle internationale, la façon dont ils pensent tout ça, c'est carrément brut de décoffrage de nous pondre des marchés de droits à polluer. J'invente rien. Il y a des multinationales qui peuvent aller acheter des crédits dans le marché des droits à polluer dans un pays et les revendre dans un autre pays, en spéculant là-dessus. Et c'est pour ça que ça crée des divergences d'intérêts entre les groupes. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Leur sommet a été un échec. Le contre-sommet, il a été massif. Et c'est un gros succès. Parce qu'il y en a qui veulent, et on en fait partie, penser à un équilibre entre les questions sociales et les questions environnementales. Et pour prendre l'exemple des régions, plutôt que de nous parler pour une fois d'éco-taxes, de nous parler d'éco-gratuité. Permettre aux populations qui n'ont pas les moyens de se déplacer collectivement différemment, plutôt que de nous culpabiliser sur ce terrain-là, parce que la lutte écologique, c'est aussi un phénomène de conscience, d'abord et avant tout, qui rappelle que la crise est globale. Deuxièmement, la crise, elle est économique. Et alors ça, ils n'aiment pas en parler, mais c'est con pour eux, d'abord parce que la crise financière, elle est toujours là. La crise financière avait disparu parce que là aussi, Nicolas Sarkozy, grand magicien, avec ses petits bras musclés, avait fait disparaître la crise financière. C'était terminé. Et puis bing, en pleine campagne, con pour eux, les bourses européennes s'écroulent en 48 heures. Et ça vient nous rappeler l'essentiel, c'est que les fameux produits toxiques financiers, vous savez, les machins qu'on a découverts il y a 1 an et demi, là, les produits toxiques financiers, à l'heure où on fait ce meeting, sont toujours planqués dans la comptabilité des banques. Et c'est logique, puisque dans le domaine bancaire, c'est le règne du secret bancaire, c'est l'opacité la plus totale, il n'y a aucun contrôle public. Donc les produits toxiques financiers peuvent se balader d'une banque à une autre. Et même les capitalistes eux-mêmes se font plus confiance, donc ils ne savent toujours pas comment les extraire des banques. Le ver est toujours dans le fruit. Sauf que les pouvoirs publics, à la crise financière, ils ont transformé cette crise-là en crise économique majeure. D'abord parce que les politiques qui ont expliqué cette crise, ils les continuent. Ils peuvent nous baratiner. Enfin quand même, on a des yeux pour voir, on n'est plus des enfants, il faut arrêter. De nous dire, on a compris, juré, craché, c'est fini. On a fait des erreurs, maintenant on va réguler le marché, l'État va intervenir. Mais ils font tout le contraire. Ils continuent comme avant. Ils continuent les politiques libérales qui ont expliqué aux États-Unis le chaos de Wall Street. Il y a plus de libéralisme aujourd'hui qu'il y a 1 an et demi. Même les bourses institutionnelles, là où s'échangent les produits financiers, maintenant, les bourses sont soumises à la concurrence elles-mêmes. La bourse de Londres, elle perd 20% de part de marché pour des plateformes alternatives, ce qui n'était pas le cas il y a 1 an et demi. Il y a plus de libéralisme après la crise financière qu'avant la crise financière. Donc avec leur politique, on va droit dans le mur. Et ils le savent. Et pour sauvegarder tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils comblent l'urgence avec les fameux plans de sauvetage. Les fameux plans de sauvetage, c'est-à-dire ces dizaines de milliards d'euros donnés aux banquiers, parce que les banquiers, eux, pas besoin de se prendre la tête, pas besoin de se concerter, faire un sommet social pour envisager une journée d'action. Les banquiers, ils n'ont pas besoin de pleurer, ils ne demandent rien. En 24 heures, ils touchent le pactole. Des centaines de milliards d'euros en France, dans les puissances occidentales et aux États-Unis. Sauf que, cet argent tombe pas du ciel, c'est l'argent de nos impôts, c'est l'argent des budgets publics, c'est ça qui crée des déficits. Et les budgets publics, c'est pas des puits sans fond dans lesquels on peut tirer éternellement. Parce qu'à un moment donné, la réalité, elle se rattrape à vous, et ça repose un problème. Et c'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Vous savez, les puissants, les dominants, vous les appellerez comme vous voulez, ils ont du vocabulaire, ils ont beaucoup de mots. Et ils ont des mots, en général, pour nous. Souvent, ils ont des termes bien ciblés. Par exemple, pour nous, je pense que vous l'avez déjà constaté, pour les dominants, tout est deuxième chance pour nous. Maintenant, on le sait. C'est l'emploi de la deuxième chance. C'est l'insertion de la deuxième chance. C'est même l'école de la deuxième chance maintenant. Pour nous, tout est deuxième chance. Mais les dominants, quand ils parlent aux capitalistes, c'est bizarre, ils ont un autre vocabulaire, qui n'a rien à voir avec la chance. Eux, c'est la certitude. Une minorité de capitalistes dans ce pays a 3 certitudes. La première certitude, c'est qu'ils paieront toujours moins d'impôts. C'est sûr. On va leur faire toujours plus de cadeaux fiscaux, pendant que nous, on augmente le forfait hospitalier, il y a le non-remboursement des soins, les franchises médicales. Deuxième certitude, c'est que les aides publiques, c'est pour eux, pas pour nous. Pourtant, c'est eux qui nous ont mis dedans, mais c'est pas grave. La troisième certitude, parce que ça ne s'arrête pas là, c'est que cette politique, ça fait des déficits, et les déficits, ça fait une dette. Et l'État endetté fait quoi? Fait comme nous, emprunte. À qui? Je vous le donne en 1000. À ceux à qui on a fait des cadeaux fiscaux et à qui on a donné des aides publiques, qui se retrouvent en superposition de force, qui peuvent imposer à l'État des taux d'intérêt absolument exorbitants et qui, chaque année, spéculent sur la dette de l'État à hauteur de 50 milliards d'euros. De quoi régler tous les déficits dont on vous parle aux 20 heures, que ce soit des hôpitaux, de la sécurité sociale ou des retraites, j'en passe, c'est des meilleurs. J'invente rien, l'État, sciemment, est en train d'investir dans sa propre perte, puisque tous les pouvoirs publics, européens ou aux États-Unis, ont remis en selle la finance,
La finance se porte mieux, merci. La finance n'est pas franchement redevable, merci, nous on le savait. Donc que fait la finance qui se porte mieux? Parce qu'elle sait faire de mieux, du business, de la spéculation. Et où est-ce qu'il y a du pognon à se faire en ce moment? Sur les titres, les obligations, les emprunts, c'est-à-dire sur les marchés de la dette publique. C'est très exactement ce qui est en train de se passer dans l'État espagnol, au Portugal et en Grèce, avec des États qui se retrouvent en position de quasi-banqueroute, à cause de la finance et à cause de choix politiques qui sont liés à ça. C'est important de le comprendre, parce que ça rappelle à quel point la nature de la crise, elle est profonde. Eux, les capitalistes, ils se prennent la tête pour savoir comment ils vont faire. Et nous, ça nous éclate, ils sont même obligés de relire Marx pour comprendre ce qui leur arrive. Et nous, on est marxistes, donc on peut leur dire ce qui leur arrive. Ça s'appelle une crise de surproduction, ce qui leur arrive. Pourquoi? Parce que le capitalisme, il n'a pas 36 000 marques de fabrique, il en a une fondamentalement. C'est que c'est un système qui crée des richesses, pas pour satisfaire les besoins de la population, comme l'a dit Pascal, parce que depuis le temps, on le saurait. C'est un système qui crée des richesses uniquement pour deux choses. Valoriser toujours plus le capital, ça c'est obligé. Et deuxièmement, alimenter toujours plus la machine à cracher des profits. Sauf que quand votre obsession c'est de valoriser toujours plus le capital, il faut produire toujours plus. Quitte à ce que ça corresponde à rien du point de vue des besoins. Quitte à ce que ça fasse le chaos climatique. Quitte à ce que ça fasse du gaspillage. C'est pas grave, il faut produire toujours plus. Et si vous voulez cracher toujours plus de profits, il n'y a qu'une seule solution. Exploiter toujours plus. Et nous, on sait ce que ça veut dire au quotidien. Ça veut dire l'austérité, la précarité, les licenciements, la mise en concurrence des travailleurs entre eux, le nivellement vers le bas, et puis les salaires bloqués. Sauf que quand vous faites tout ça, vous nous privez, la majorité de la population, du même coup, des moyens financiers de pouvoir consommer ce que vous avez créé. Ou plus exactement, ce qu'on crée nous-mêmes au quotidien. Sauf que dans la vie, c'est pas compliqué à comprendre, il ne faut pas simplement produire. À un moment donné, il faut vendre, il faut écouler, sinon il y a un hic. Il y a la réalité qui se rattrape à vous. C'est ça une crise de surproduction. Et ce qui se passe dans le domaine financier, c'est ce qui se passe dans le domaine de la production. Vous dire à quel point ils sont dedans. Nous, on n'a pas le bras long dans ces cercles-là, mais je pense que les capitalistes en ce moment, une fois qu'il n'y a plus de caméra, une fois qu'il n'y a plus de micro, ils doivent se dire notre crise, elle est profonde et on a un gros problème. Le troisième aspect de cette crise, et j'aurais dû commencer par ça, 1000 excuses, c'est que la crise, elle est sociale. Et j'aurais dû commencer par ça parce que pour nous, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'ils pourront nous raconter ce qu'ils veulent à la télé, en nous expliquant que je vois arriver le début du commencement d'une reprise. Tant que pour nous, il y aura du chômage, de la précarité, des temps partiels imposés, des mal logés, des sans logis, ils pourront nous baratiner ce qu'ils veulent, ce sera la crise tout court. Et la crise dans ce pays, on la connaît. Dans les quartiers populaires, ça fait un bout de temps qu'elle existe. Aujourd'hui, c'est toute la société, beaucoup de secteurs de la majorité de la population qui sont touchés. Et la réalité, c'est que quand on prend les vrais chiffres, il y a 5 millions de chômeurs dans ce pays. Parce que là aussi, ça bidouille, et ça bidouille grave. Parce que quand on comptabilise les 3 catégories des pôles emploi, plus ceux qu'on compte jamais, les plus de 55 ans, les RMistes, les dom-tom, on arrive à ce chiffre aberrant. Il y a 5 millions de personnes dans ce pays qui n'attendent qu'une chose, qu'en crèvent d'envie, trouver un emploi pour vivre décemment. Et le pire, c'est que dans le même temps, l'autre, là, Sarkozy, il arrive à la télé pour nous dire qu'il a une solution pour nous, qui avons encore la chance, entre guillemets, d'être dans les entreprises du public ou du privé, c'est de travailler plus longtemps, de plus en plus vite, en étant de moins en moins bien payés. Mais sans déconner, qu'on soit ou pas anticapitaliste à 100% comme on l'est nous, si on raisonne simplement, ça tourne à l'envers. Nous, ce qu'on préconise, c'est l'exact opposé de ce que fait le gouvernement. Ce qu'on vous propose, c'est de travailler moins à l'intérieur des entreprises, pour que tout le monde à l'extérieur ait un emploi. Ça s'appelle le partage du temps de travail. Et c'est ça la solution qui permettrait non seulement de régler le problème du chômage, mais aussi de notre condition de travail. Parce qu'on sait tous ce que ça signifie au quotidien quand il y a 5 millions de chômeurs. Au boulot, les employeurs, les patrons, les tauliers, vous les appelez comme vous voulez, c'est pas le problème. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand il y a 5 millions de chômeurs? T'es pas heureux? Il y a 5 millions de personnes qui attendent ta place. Alors écrase. C'est pas le moment de l'ouvrir. Et tous ceux qui nous posent la belle question, mais comment? C'est la crise du capitalisme et il n'y a pas plus de lutte, il n'y a pas plus de résistance, il n'y a pas de grève générale. Bon sang, les gens sont des moutons. Mais on n'est pas des moutons. Sauf que la conséquence, l'explication, elle vient de là. Quand il y a le chômage, c'est une arme de destruction sur les conditions de travail. Et on le sait. C'est pas le moment de lutter, c'est pas le moment de résister. Parce qu'il y a cette pression-là en permanence. Et c'est pour ça que les conditions de travail se dégradent aujourd'hui.
Alors ça fait plus la une du 20h, mais pourtant, le stress au boulot, le harcèlement, les maladies professionnelles, les suicides. À France Télécom, alors à un moment, ils nous ont fait une grande cérémonie pour nous dire quand même 32 suicides en 2 ans, ça fait beaucoup. Donc on va appeler des experts, on va voir, ce sera plus jamais comme avant. Ça recommence depuis le début de l'année, depuis janvier, on en est déjà à plus de 5, facile. Et dans le même temps, France Télécom explique qu'ils vont donner 3 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires. C'est plus que les bénéfices de l'entreprise. C'est ça la crise sociale dont on parle aujourd'hui. Vous dire à quel point pour nous, la question elle est essentielle. Et elle pose un 4e point de cette crise, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, après tout, c'est que du coup la crise elle est politique. Elle est politique parce que quand vous avez une crise de cette envergure-là, qui touche à tout, forcément c'est le bordel dans tous les domaines. Et en politique aussi. Et la bonne nouvelle, et qui nous redonne un petit peu le sourire, c'est que pour une fois, c'est pas le bordel qu'à gauche. Pour une fois, c'est pas le bordel que dans le camp du mouvement ouvrier. Pour une fois, c'est pas le bordel que dans le camp des syndicats et des partis de gauche. Pour une fois, c'est le bordel chez eux, dans les institutions, à droite, dans l'oligarchie politique. Et c'est logique là aussi. Quand on est face à une telle évolution de l'économie du monde, il y en a chez les dominants qui commencent à se dire mais finalement Sarkozy, ça marche pas si bien que ça. Il n'arrive pas à nous sortir du marasme. Alors qu'on se comprenne, ils raisonnent avec leurs intérêts à eux, c'est pas les nôtres. Mais il y en a qui sont en train d'envisager une autre option de droite dans la classe dominante que Sarkozy. Et c'est ça qui explique leurs embrouilles quotidiennes. Et des embrouilles quotidiennes, il y en a, et ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien. Alliot-Marie et Hortefeux, par exemple, passent pas une seule journée sans pratiquement s'insulter. Même sur la sécurité des stades de foot. Mais tant mieux. S'ils ont envie de s'embrouiller même sur ça, qu'ils le fassent. Pour nous, c'est tout bénef. Copé et Bertrand, vous situez à peu près Copé, Bertrand, bon, les deux, ils ont la dalle. Ils ont la dalle, ils ont plein d'ambitions, et il se trouve que c'est la même ambition. Ils veulent remplacer Nicolas Sarkozy. Donc du coup, ils se détestent. Et tant mieux qu'ils aient la dalle. Ils ont des ambitions, mais allez-y les gars, vous arrêtez pas. Nous, ça nous fait du bien. Il y a mieux que ça. Il y a un couple dont on ne se lasse pas. C'est Villepin et Sarkozy. Et là, ça nous rappelle même carrément des bons souvenirs. Ça nous rappelle le contrat de première embauche, où on avait remporté une vraie victoire sociale à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il y avait une mobilisation en bas de la société, mais parce qu'il y avait eu aussi la deuxième condition, qui est essentielle à chaque fois. Il y avait eu des dissensions au sommet de l'État. Parce qu'à l'époque, un certain Nicolas Sarkozy, et oui déjà, avait glissé une méchante peau de banane sous les pieds de Dominique de Villepin, qui était Premier ministre, vous vous souvenez? Et vu le type de rapport qu'ils entretiennent visiblement encore, on est en droit d'espérer qu'à la première occasion venue, ça soit cette fois-ci Dominique de Villepin, qui glisse une méchante peau de banane sous les pieds de Nicolas Sarkozy. Je rigole pas, ça veut dire que potentiellement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans les semaines ou dans les mois à venir, il peut y avoir des dissensions au sommet de l'État. C'est envisageable. Mais pour remporter des victoires sociales, il ne faut pas simplement ça, il faut l'autre condition. La mobilisation dans le bas de la société. Et c'est là où il y a un hic. Parce que pour prendre qu'un seul dossier, allez au hasard, les retraites, il ne dépend du coup que du mouvement ouvrier, que de la gauche sociale, que de la gauche politique, que des partis de gauche, que des syndicats, des associations et des collectifs organisés, de prendre ses responsabilités pour faire en sorte qu'on ait une mobilisation à la hauteur de la TAC, c'est-à-dire défendre le droit à la retraite à 60 ans, et en le faisant fermement, et en envoyant des signaux qui vont dans ce sens-là, et pas le contraire. Et quand je vous dis qu'il y a un hic qui vient de là, c'est que le Parti socialiste, pour ne pas les nommer, qu'est-ce qu'ils font en pleine campagne? Ils montrent à quel point ils aiment l'alternance. Parce que le PS c'est le royaume de l'alternance, on le savait, alors ils aiment tellement l'alternance maintenant que même leurs discours politiques sont alternés. Donc sur les retraites, on a un discours le dimanche, on a un discours le mercredi. Donc le dimanche, Aubry, elle arrive en disant « faudra travailler probablement jusqu'à 62 ans ». Le mercredi suivant, machine arrière, ils ont bien relu « non, le droit à la retraite à 60 ans, c'est important ». Le dimanche suivant, c'est Hollande qui s'y colle, qui dit « non, faudra travailler jusqu'à 62 ans ». Mercredi suivant, machine arrière. Oh, mais ils habitent où? Mais le pire, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Parce que quand on fait ça, on envoie des messages, même pas subliminaux, à l'Élysée, qui disent « c'est bon, on fonce ». C'est pas l'heure du sectarisme. Nous, on a convoqué le NPA, un sommet de tous les partis de gauche en pleine campagne électorale. Pour défendre le droit à la retraite à 60 ans, il n'y a que le PS qui n'est pas venu, avec un faux procès. Nous dire, mais le NPA veut nous imposer son point de vue sur les retraites. Mais écoutez, on est là pareil, on n'est plus des débutants. Nous, le NPA, dans le domaine des retraites, comme dans le restant des autres domaines, on défend des solutions anticapitalistes. Même nous, on avait compris que ce n'était plus le cas du PS depuis pas mal de temps. Maintenant, si on est tous d'accord pour dire une chose simple, défense du droit à la retraite à 60 ans, pourquoi on ne le dit pas ensemble? Pourquoi on ne renforce pas les cadres unitaires qui existent ensemble?
Et pourquoi on n'entame pas la mobilisation ensemble? Donc j'ai pris les retraites, mais j'aurais pu prendre d'autres exemples, juste pour vous dire que pour nous, les élections, c'est pas quelque chose qui est suspendu en l'air, et à un moment, on ne discuterait plus des résistances. Pour nous, il y a un rapport complémentaire entre les deux. Et les solutions anticapitalistes qu'on amène dans les luttes comme dans les élections, c'est un programme en effet anticapitaliste. Ça veut dire qu'on veut poser, nous, le problème de la répartition des richesses. Alors vous me direz, toujours et encore, eh ben je vous dirais, ouais, toujours et encore. Toujours et encore, parce qu'après la crise, on peut constater une chose, c'est que les riches sont plus riches et la majorité de la population se serre la ceinture. Que les inégalités continuent, que les transferts de revenus continuent. Donc oui, on pose cette problématique-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on dit qu'il faut prendre l'argent là où il est. Des profits, il y en a. En pleine campagne, ils n'ont même pas honte de nous les annoncer. Total, 8 milliards d'euros. Sanofi, 8 milliards d'euros. La BNP, 6 milliards d'euros. Mais c'est des chiffres aberrants. Ce qu'on propose, nous, c'est de taxer ces profits-là pour satisfaire les emplois, les salaires, la retraite à 60 ans, les transports, les services publics. On propose une répartition égalitaire des richesses. Mais ça implique de les mettre sous le contrôle public. Et notre proposition à nous, c'est de dire qu'il faut maintenant la publication des livres de compte dans les groupes capitalistes. Il faut permettre aux salariés, aux usagers, aux consommateurs d'aller mettre leur nez dans leurs affaires, savoir où va l'argent, et notamment l'argent public, entre les grands groupes, les donneurs d'ordre, la sous-traitance, les différentes filiales des multinationales. Qu'on arrête de se faire balader quand on est salarié dans ces entreprises-là et qu'on a des groupes sous-traitants qui nous disent on est au bord du gouffre financier et on est obligé de fermer. On voudrait vérifier tout ça et à terme poser le problème d'une réappropriation collective de ces richesses-là. Parce que pour nous, c'est notre projet démocratique, parce que les deux vont de pair. Ça veut dire qu'on pense que le peuple, la population, est la mieux placée pour estimer ses propres besoins, savoir comment les satisfaire et avec qui. Et ça, c'est vrai dans les quartiers populaires comme dans les entreprises. La répartition des richesses, c'est malheureusement un sujet de discorde qu'à gauche, parce qu'à droite, c'est réglé depuis belle lurette. Eux, ils savent répartir les richesses, dans un sens toujours plus inégalitaire. Entre nous, ce qu'on dit, si on veut être honnête, Sarkozy est un excellent délégué du personnel. Il défend son camp à lui, celui des plus riches, et il l'assume. Et il le dit à la face du monde entier. Mais plutôt que de pleurnicher sur Sarkozy, qui fait finalement que son boulot, et pour ceux qui avaient voulu entendre qu'il l'avait dit avant même d'être élu, mais il faut que la gauche, dans son propre camp à elle, ait autant de délégués du personnel pour défendre de façon tout autant décomplexée nos intérêts, les intérêts de la majorité de la population, avec un plan d'urgence, un plan de répartition des richesses, qui touche aussi bien des questions nationales que des questions régionales. Parce que j'imagine que c'est pareil pour vous que pour moi, quand on est candidat à une élection régionale, il y a des termes qu'on est obligé d'apprendre. Par exemple, le mot champ de compétences des régions. Ça, c'est un mot qu'on est obligé d'apprendre. C'est qu'est-ce qui est du domaine du champ de compétences des régions et ce qui n'est pas du domaine des champs de compétences des régions. Alors on a un gros problème, nous, c'est que quand on mène notre campagne, et quand on va voir nos voisins, nos collègues, nos amis, bizarrement, ils ne nous parlent pas de leurs préoccupations en sortant un grand catalogue, en disant, écoute, là, dans un premier temps, je vais te parler de mes préoccupations régionales. Après, je te parlerai éventuellement de mes préoccupations nationales. Si j'ai un peu de temps, je te parlerai des européennes. Non. La population, elle parle de la crise, elle parle de ses préoccupations tout court. Aussi bien de l'emploi, des licenciements, que des transports qui, pour le coup, sont vraiment dans le champ de compétences des régions. Donc, à un moment donné, le problème, il se situe là. Il se situe là et à grande échelle, nationale, dans le rapport de force qu'il faut étamer. Et du coup, je crois qu'il faut arrêter là aussi de faire des faux procès. Je crois qu'on dit beaucoup de mal de Nicolas Sarkozy. Je vous sens un peu inquiet. Mais je pense que, par exemple, quand on dit que Sarkozy ne veut défendre aucun salaire et aucune retraite, c'est pas vrai. Sarkozy, il est prêt à défendre les salaires et les retraites quand c'est, par exemple, les salaires et les retraites de M. Proglio, le directeur d'EDF. Il l'a juste fait à la télévision, il y avait des millions de personnes qui regardaient. Il a défendu, sans problème, l'augmentation de 45% de salaire. C'est quand même pas rien, 45% de salaire. Et il a eu une bonne explication. Elle tenait la route. Il dit pourquoi parce que lui, il a des compétences. Il est performant, donc nous, on n'est que dalle, c'est pas grave. Le même Proglio, qui juste après l'émission, on l'a appris, s'est tapé une retraite chapeau, puisqu'avec eux on apprend des termes, comme à chaque fois, c'était les parachutes dorés, maintenant c'est les retraites chapeau, de 13 millions d'euros. Eh ben c'est pas un problème cool pour le gouvernement. Pourquoi? Parce que lui, il a des compétences, et il est performant, pas nous. Donc la question, elle est là. Pareil, quand on dit Sarkozy, il a quelque chose contre nos retraites, à nous, alors là c'est vrai. Mais il n'y a pas que lui, malheureusement, parce que là on nous envoie une brassée d'experts à la télé, là ils nous envoient les experts de Manhattan, pour nous expliquer, on a des grandes données à vous expliquer, il faut travailler plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler plus longtemps. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il faut travailler plus longtemps. D'accord? Mais pourquoi? Parce que la population vieillit. Ah,
Et ils ont tous des tronches d'enterrement quand ils expliquent ça. Hein. Alors que pourtant, on pourrait se dire la population vieillit, tant mieux. Si on a les moyens d'avoir un système de sécurité sociale qui nous permet de vivre dignement après une dure vie de labeur, pourquoi on ferait la tronche quand on parle de ça? Et puis il y a des données dont ils ne parlent jamais. C'est d'abord les chômeurs. Parce que je rappelle qu'il y aurait 5 millions de cotisants salariés en plus, personne ne parlerait du problème des retraites. Et puis ils ne nous parlent pas d'une chose, c'est que c'est vrai que depuis plus de 30 ans, on vieillit de plus en plus. Mais on est aussi, surtout, beaucoup plus productif. Et alors là, silence radio. Le taux de productivité horaire, en 30 ans, il a augmenté, écoutez bien, rien que ça, de 70%. Et on sait à quoi ça correspond au quotidien, parce que c'est sur notre sueur, sur notre boulot que ça se fait. 70%. Alors moi, je vous pose la question, ils se sont barrés où, ces 70%? Non pas pour nos salaires, parce que là aussi on le saurait, ça a été pour les profits, et pas n'importe quel type de profit. Pas pour des profits qu'on va réinvestir dans la production industrielle, non, des profits qu'on va verser sous forme de dividendes aux actionnaires, c'est-à-dire d'argent de poche pour les actionnaires, qu'on n'a en plus pas besoin. Les dividendes des actionnaires, ça représentait 4% de la masse salariale au début des années 80. On en est à 13%. Et ils ne s'arrêteront pas. Tant qu'on ne les arrêtera pas, ils ne s'arrêteront pas. Donc ce que j'essaye de vous dire, c'est contrairement au baratin qu'on vous sort, la question des retraites est d'abord une question de répartition des richesses avant d'être une question démographique. Parce que c'est bien beau de dire à nos anciens, va falloir travailler plus longtemps, alors que les plus jeunes arrivent simplement même pas à rentrer sur le marché du travail, mais qui peut y croire à leur blague? En moyenne, on arrive sur le marché de l'emploi à 24 ou 25 ans aujourd'hui. Ça veut dire qu'avec les réformes qui passent, on travaillera jusqu'à 67, 68, 69 ans. Mais qui peut nous faire croire qu'on sera jugé productif, rentable, à 67, 68 ou 69 ans? Alors qu'aujourd'hui, dans les entreprises, il y a déjà des employeurs qui, dès l'âge de 55 ans, vous proposent des plans de départ en pré-retraite, parce que vous êtes déjà usés. Ce qui nous attend, notre génération et celle qui vient derrière, c'est de partir toujours à la retraite à 60 ans, mais avec une retraite de misère. Et on sera obligé de faire appel à quoi, à ce moment-là? Aux fameux fonds de pension que des assureurs cherchent à imposer depuis des années et des années. Pourquoi? Parce que le budget de la sécurité sociale, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Le budget de la Sécu est supérieur d'un tiers à celui de l'État. Et les capitalistes, ça les rend malades. De savoir que c'est de l'argent qui dort, que pour eux, ils ne peuvent pas encore aller boursicoter avec tout ça. Le fond du problème politique, il est là. Donc pas de faux procès. Quand Sarkozy, on dit Sarkozy n'aime pas nos services publics, mais je vais vous dire, c'est pas vrai. Il les aime, nos services publics. Il les aime tellement, nos services publics, il les adore tellement, nos services publics, qu'il est prêt à en donner un bon bout aux actionnaires. Parce qu'il ne faut pas croire que Sarkozy pense qu'une chose, c'est déglinguer les services publics. Ça ne correspond pas à la réalité. Ce n'est pas quelqu'un qui se dit « mon plaisir dans la vie, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de service public ». Non. S'il y a 160 000 suppressions d'emplois dans la fonction publique, 16 000 par an dans l'éducation nationale, je passe tous les chiffres parce qu'on est tous en train de se faire bouffer à la même sauce, c'est uniquement pour une chose, c'est faire en sorte qu'on rétrécisse le champ des services publics à ce qui est lourd, coûteux, pas rentable. Ça, on le laissera à l'État. Par contre, tous les secteurs où il y a de la plus-value à se faire, les secteurs juteux, où potentiellement il y a des parts de marché arrachées, ça, c'est offert à la concurrence. Et le pire, c'est qu'ils osent nous parler de rationalité quand ils privatisent. Ah, c'est la nouvelle du jour, je ne pouvais pas ne pas vous la dire. Je viens d'apprendre aujourd'hui, après la privatisation de la Poste, donc vous savez, ce qui théoriquement permet à l'entreprise d'avoir 2,7 milliards d'euros de capital, je viens d'apprendre qu'aujourd'hui, la Poste pense sincèrement comme nouveau projet à faire, je vous le donne en mille, de la téléphonie mobile. C'est absurde. C'est-à-dire que le bilan des privatisations, c'est aussi ça. On a séparé EDF et GDF. EDF faisait de l'électricité, GDF du gaz. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? EDF fait aussi du gaz pour concurrencer GDF. GDF fait aussi de l'électricité, j'invente rien, pour concurrencer EDF. Et on va, après avoir eu les PTT qui ont été séparés par un gouvernement de gauche en 91, la Poste qui va faire la téléphonie mobile pour concurrencer France Télécom. C'est un monde de dingue, mais qui s'explique uniquement pour une seule raison, faire du business là où il y en a à se faire. C'est ça la question des services publics. Savoir si ces services publics se transforment ou pas en marchandises. C'est pour ça que nous, on est contre les privatisations, mais contre aussi les libéralisations, les ouvertures à la concurrence, parce que tout part de là à chaque fois. Dernier faux procès, c'est quand on dit à Sarkozy que bon, il n'a rien fait pour défendre nos emplois. C'est pas vrai. Alors vous me direz, c'est vrai que le compte n'y est pas. C'était le candidat du plein emploi aussi, hein. Bon, à 5 millions de chômeurs près, on y est presque. Mais il a surtout dit à l'époque qu'il voulait valoriser le travail. Et il le valorise, le travail. Il le valorise tellement que maintenant la valeur travail, c'est devenu une valeur rare. Et pour bien nous rappeler que c'est une valeur rare, le travail, eh ben, on n'aura plus aucune protection contre les licenciements parce que c'est ça qui nous attend tous autant qu'on est dans le public comme dans le privé, puisque le public est aussi concerné avec les nouveaux décrets qui sont en train de tomber. Et tout ça, on le sait quand on parle de Sarkozy. Mais là où ça va plus, c'est quand on parle des régions de gauche.
Comment on fait face au licenciement? Le discours des régions de gauche, leur pratique, c'est de dire il faut se prendre la tête pour savoir comment les régions pourraient être encore plus compétitives, encore plus attractives. Bref, comment les régions pourraient faire pour tirer à nous de nouvelles entreprises. C'est-à-dire comment on peut inventer, je traduis, de nouveaux systèmes fiscaux pour éventuellement leur permettre de venir. Mais avant de se poser le problème de savoir comment on va faire venir de nouvelles entreprises, il faudra peut-être se poser le problème de savoir comment on fait pour que celles qui y étaient arrêtent de se barrer. Toutes celles qui ont été arrosées, inondées d'aides publiques. Quand on parle, nous, d'aller récupérer les aides publiques pour interdire le licenciement, c'est ça dont on parle. Alors on nous traite de rêveurs. Bon, ok. Je sais pas, on pourrait imaginer, alors ça c'est peut-être un rêve, imaginons qu'on ait eu, je sais pas, 20 régions sur 22 qui soient dirigées par la gauche, par exemple. Imaginons que ça soit arrivé depuis 6 ans. On aurait pu imaginer que dans ce rêve, au même moment, toutes les régions de gauche fassent un truc qui n'est même pas la révolution, portent plainte au même moment pour détournement de fonds publics auprès de toutes ces entreprises qui ont touché des aides et qui licencient. Peut-être que ça aiderait en effet les travailleurs qui luttaient, qui luttent encore et qui lutteront pour l'interdiction des licenciements. La question qui se pose, c'est celle-là. C'est de savoir si oui ou non, les régions peuvent être un outil aussi de répartition des richesses. C'est la seule question qui se pose. Parce que pour intervenir sur cette question depuis des années, je vais vous dire, la caravane des délocalisations, comme ils les appellent, elle est étrange. Hein. On a des groupes qui se barrent à l'étranger, c'est vrai, qui restent 2, 3, 4 ans. Et ils reviennent en France. Alors pas dans la même région, ils vont dans une autre région. Et ils tapent au carreau du conseil régional, et ils retouchent la subvention publique, et hop, le pactole. Et de leur point de vue, pourquoi ils s'arrêteraient? Puisqu'à chaque fois, ils touchent. Donc là aussi, ça fonctionne à l'envers. Donc ma conclusion, c'est de vous dire que ce programme anticapitaliste, cette répartition des richesses, il faut la faire rentrer dans les urnes, d'abord et avant tout. Ça a été expliqué, mais c'est vrai que potentiellement notre milieu, celui qu'on côtoie au quotidien, dans les résistances, dans l'action quotidienne, c'est les jeunes, c'est les prolos, c'est tous ceux qui potentiellement s'abstiennent. Alors nous, on va vous parler clairement. Quand vous nous dites que c'est vrai que voter, ça ne change pas la vie et que les élections, ça fait balle de rêve, qu'on a renoncé à penser que ça avait des conséquences sur notre vie quotidienne, on le sait. Ce qu'on nous demande, c'est de nous donner un mandat pour continuer à faire ce qu'on fait au quotidien. Ce qu'on fera après les élections, parce que c'est une autre différence avec d'autres, c'est que vous nous reverrez après les élections. On le fera de toute façon, mais on vous demande de nous donner de la force, de l'énergie pour ça, d'aller voter, mais de mobiliser autour de vous pour le faire. Il ne suffit pas, je vais être un peu franc, de nous taper sur l'épaule en disant « Lâchez pas, on a besoin de vous, vous privez pas de nous le dire ». Quand il y a des élections, pour nous, les élections, ce n'est pas une fin en soi. Mais il y en a qui vont regarder de près le score de la gauche anticapitaliste et indépendante de ce pays. Pas simplement pour les élections, pas simplement si on peut avoir des élus, ce qui pourrait être utile par ailleurs, ne serait-ce que pour savoir où va l'argent public. Mais au-delà de ça, pour défendre un projet de société, parce que le fond du problème, il est là, c'est quel type de gauche on veut construire. Il y a un gros bloc qui est en train d'apparaître à gauche, là, un bloc de centre-gauche, autour d'Europe Écologie, du MoDem, du PS, et peut-être de plusieurs organisations de la gauche radicale qui essaieront de peser de l'intérieur. On leur souhaite bien du courage. On sait ce que ça a donné. Il y en a qui ont été aux affaires quand même pendant plus de 20 ans, au gouvernement, qui ont fait des politiques de droite, et on voudra nous faire croire que cette fois-ci, on arrivera à peser de l'intérieur, alors qu'il y a maintenant simplement la seule différence par rapport aux 30 dernières années, Cohn-Bendit, Bayrou dans les bagages, et peut-être même des vilpinistes, puisqu'il y a eu une tribune envoyée par des conseillers régionaux PS pour dire on fait appel aux gaullistes sincères. La question qui se pose, c'est de quoi on a besoin? Et nous, si on a fait le NPA, humblement, on n'a pas d'autre prétention que ça, c'est qu'on en a ras-le-bol de demander à des partis institutionnels de faire un truc qu'ils n'ont pas envie de faire, si tant est qu'un jour ils aient envie de le faire. On veut faire un minimum nous-mêmes. On en a ras-le-bol de simplement lutter au quotidien, résister au quotidien. On a des propositions, maintenant on veut les faire entendre, même si on n'est pas des politiciens professionnels. Alors peut-être qu'on se trompera, des fois on bégayera, des fois on dira des conneries, ça nous arrivera, on l'assumera. On a le droit d'avoir des doutes, mais on sait au moins à quoi ça correspond. Les politiciens professionnels, ils n'ont qu'une trouille, c'est qu'on fasse irruption sur la scène politique, là où se dessine pourtant notre propre destin à nous. Et le cri du NPA, c'est un cri de dignité, d'orgueil, c'est ça qu'on fait nous. Et de la dignité et de l'orgueil, il y en a eu dans les luttes ouvrières ces 2 dernières années, dans les luttes de la jeunesse. Quand l'année dernière, il y avait un syndicaliste qui, avec ses collègues, avait séquestré un patron, et au petit matin, il y a des journalistes qui lui posent la question, vous avez fait tout ça pourquoi, au fond? Pour rien. Et lui, il avait répondu, je sais pas. Mais en tous les cas, nous, on est debout. Et nous aussi, on se sent debout. Et on a envie d'être debout. Ne serait-ce que par orgueil, dignité. On ne peut pas nous piétiner, nous marcher sur la gueule à longueur de temps, sans penser qu'à un moment donné, sans être sûr de gagner, au moins on essaiera. C'est ça qu'on vous propose. Il y a des slogans dans les manifs, moi, de temps en temps, qui me parlent bien. Il y en a notamment un qui dit la chose suivante. Nos luttes ont construit nos acquis sociaux, nos résignations vont les détruire.
Eh ben nous, c'est contre les résignations qu'on se bat, socialement et politiquement. Et lutter contre la résignation en politique, ça veut dire que nous, on ne renonce pas à changer de société et on l'assume. Et on ne s'excuse pas de le dire. Le capitalisme est un monde de dingue. Il tourne à l'envers, il est barbare. Et je pense que ça, on a un maximum à le penser. Et qu'on ne peut pas le réformer. Pascal, elle avait raison de le dire tout à l'heure. On nous traite d'utopistes, nous, quand on dit qu'il faut inventer une autre société, qu'on est condamné à réfléchir à un autre type de production et de consommation. Et le pire, c'est que Sarkozy vient à la télé pour vous dire on va moraliser le capitalisme. Et c'est nous qu'on traite d'utopistes. Mais celui qui veut moraliser le capitalisme, je souhaite bien du courage. Les gènes du capitalisme, c'est la loi de la jungle. Pour s'en sortir, il faut écraser son voisin. C'est la règle du jeu. On va donc demander à des requins d'arrêter de manger des petits poissons uniquement parce que Sarkozy l'a demandé, pour mettre un peu d'humanité, un peu de morale dans tout ça. C'est de la blague, c'est de l'utopie. Alors on n'a pas de réponse sur tous les sujets, c'est vrai. Mais l'anticapitalisme, c'est ça que ça veut dire. Réfléchir à un autre mode de production, en inversant la logique, le logiciel actuel du système, qui est un système qui crée les richesses et qui se pose le problème de l'attribution des ressources après. Changer le logiciel, ça veut dire partir de la satisfaction des besoins de la population en amont, pour établir la production économique à la hauteur du strict nécessaire et du strict respectueux de l'environnement. C'est ça qu'on appelle l'anticapitalisme, cette planification démocratique-là. Il y en a dans nos rangs qui l'appellent le communisme, c'est mon cas. Il y en a qui l'appellent écosocialisme, d'autres socialismes du XXIe siècle. Il y en a chez nous qui l'appelleront autogestion libertaire. Peu importe comment on l'appelle, on sait ce qui nous regroupe. Cette aventure collective-là, basée sur la révolte, parce que la révolte, on l'a toujours. Et cette révolte, au-delà de ceux et celles qui sont nombreux ce soir, mais qui ne sont pas forcément là, on sait qu'on est un maximum à le partager, à dire, en regardant les infos, on a envie de péter notre téléviseur, à se dire, c'est trop, il faut que ça s'arrête. Sauf que la révolte, il ne faut pas la garder pour soi. La révolte, ce n'est pas un plaisir solitaire. Même la révolte, il faut savoir le partager. Vous voyez, nous, on est pour le partage intégral. La révolte, il faut savoir la collectiviser, la socialiser. Pourquoi? Parce que si la révolte, on l'intériorise, on la garde en soi, ça peut produire le meilleur, mais aussi le pire. Et quand on intériorise la révolte, on peut péter les plombs. Et ça arrive dans certains milieux populaires. On peut se tromper de colère. Et le racisme, il vient aussi de ça. La révolte, la socialiser, la collectiviser, c'est construire cet outil politique qu'on essaye de faire de façon transparente, avant, pendant et après les élections, et surtout, tous et toutes ensemble. Je vous remercie. C'est la fin de